c'est un secret de polichinelle. Les relations entre la France et le Burkina Faso se dégradent au point où le 7 août dernier, les autorités françaises ont annoncé la suspension de leur aide publique au développement ainsi que les appuis budgétaires. Cette décision a été prise alors que Ouagadougou soutient les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey. Le Burkina, de son côté, a décidé de mettre fin à un accord fiscal qui le liait à la France depuis le 11 août 1965, une convention fiscale de non-double imposition entre les deux pays. Coïncidence ou pas, là n'est pas le débat, il n'est pas non plus politique, je le précise. Ce soir, dans cette émission, avec des économistes très avertis de la question, il s'agit de voir comment cette suspension de l'aide au développement pourrait affecter l'économie burkinabé à court et à long terme et quel levier le gouvernement peut-il actionner pour financer les projets et programmes. Et en parlant de l'APD, l'aide publique au développement, il ne s'agit pas exclusivement de la France. Nous aurons loisir à aborder son appui. Il s'agit tout simplement du principe de l'APD, le respect et la promotion des principes démocratiques et de l'état des droits. Ce soir, avec nous, 3 invités. Je m'en vais vous les présenter. Je vais commencer par Adama Badolo. Bonsoir. Bonsoir. Ancien directeur général des impôts. Vous êtes l'actuel directeur général de l'ENAREF, qui est l'École nationale des régies financières. Vous êtes inspecteur des impôts. Et puis Adama Badolo, c'est 30 ans d'expérience dans l'administration fiscale burkinabé. Tout à fait. C'est énorme. Vos vis-à-vis, parce qu'ils sont deux, et votre voisin immédiat, Amos Zongnaba, bonsoir. Bonsoir. Ancien directeur du Centre de gestion des cités, vous êtes inspecteur des impôts, expert senior agréé en fiscalité, formateur, vous êtes le président de l'association Fiscalité et Développement Local. C'est bien ça. Merci. Et puis le troisième vis-à-vis, Herman Douagno, bonsoir. Bonsoir. Expert en finances publiques, président du Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso. Je précise que vous n'intervenez pas ce soir sous la casquette du CNOS. Je pense que je prononce bien, mais en tant que secrétaire exécutif du Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, CRFP. Exactement. Voilà, merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va faire de la pédagogie en expliquant les notions aux téléspectateurs. Et comme vous êtes des techniciens très aguerris, très avertis de ces questions, je vais peut-être vous demander pour que les populations, pour que les téléspectateurs, ceux qui nous regardent, comprennent tous les contours liés à ce sujet, de ne pas trop employer des mots techniques. Voilà. Et je vais commencer par vous, Adama Badolo. En commençant par la dénonciation de la convention. D'abord, c'est quoi une convention fiscale? Une convention fiscale, c'est avant tout une convention entre deux pays ou plusieurs pays. Okay. Convention fiscale, parce que ça traite de la fiscalité. Et généralement, donc, la convention fiscale, c'est une convention de non-double imposition. Okay. Elle permet donc de régler les relations fiscales entre deux pays, de savoir où les contribuables qui sont sur les deux territoires, où est-ce qu'ils doivent être imposés. Est-ce qu'ils vont être imposés dans le pays A ou dans le pays B ou bien dans les deux pays. Une convention fiscale également permet à deux administrations fiscales ou à plusieurs de pouvoir échanger des informations, en tout cas de pouvoir collaborer afin de mieux imposer les contribuables et de se porter mutuellement assistance dans le cadre de l'imposition et du recouvrement des différents impôts et taxes. Dans le cas d'espèce, la convention a été signée le 11 août en 1965 et est entrée en vigueur le 1er octobre 1974. Est-ce que cela s'applique aussi bien pour les Burkinabés qui résident en France ou pour les Français qui résident au Burkina? Oui, ça s'applique aux résidents burkinabés en France et aux Français qui résident ici. Précisons tout simplement que pour les impositions, ce n'est pas une question de nationalité, mais c'est avant tout une question de résidence. Donc un Français qui réside ici,
il est imposé comme tous ceux qui résident au Burkina. Il paie les impôts. Il paie les impôts, Okay. comme tous ceux qui résident ici. Un Burkinabé qui réside en France, c'est pareil. Maintenant, il peut arriver qu'un Burkinabé ou un Français puisse résider alternativement entre les deux pays. Ou bien avoir un domicile fiscal quelque part, une entreprise qui est établie dans un pays et est amenée à mener des activités dans l'autre pays. Donc la convention fiscale permet de régler les questions, en tout cas d'imposition, dans ce cas-là. Ok. Edmond Dogno, on est d'accord sur la définition qu'a donnée Adama Badolo? Oui, tout à fait. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans la compréhension que nous avons, c'est qu'aussi une convention fiscale, si on prend le cas des entreprises, donc des personnes morales, elle dit en substance que bon, une entreprise qui est d'origine française, qui serait implantée au Burkina Faso, menant des activités et qui n'est pas de droit burkinabé, normalement paye déjà les impôts en France. Okay. Ne doit plus payer les impôts au Burkina Faso. Et vice-versa, une entreprise d'origine burkinabé, donc qui mène des activités donc, sur le territoire français, qui n'est pas de droit français et qui est de droit burkinabé, si elle paye déjà les impôts au Burkina, elle ne payera plus les impôts en France. Bon, là où c'est-à-dire beaucoup plus l'initiative de la convention fiscale, parce que c'est le pays qui, bien sûr, appréhende le profit, qui propose la convention fiscale. Et c'est là où c'est un peu, je dirais qu'on nous a un peu exploité, où on a exploité notre naïveté, parce que c'est au lendemain des indépendances. Okay. Disons que nos administrations n'avaient pas encore de réelle capacité pour examiner, les contours de la question et faire l'évaluation des pertes possibles. Et on fait face à une convention en oubliant aussi que c'était aussi une ancienne colonie. Donc on avait toujours cette peur-là, même si on venait de goûter à la liberté des indépendances. Donc du coup, de notre point de vue, la convention, oui, c'est comme ce que le DG Adama Badolo l'a expliqué, mais avec d'énormes implications quand même pour le pays. D'énormes implications. Est-ce que c'est pour cela que, parce que le gouvernement burkinabé en 2020, par exemple, a tenté de renégocier sans succès cette convention, est-ce que c'est ce qui explique, par rapport à ce qu'il vient de dire, que la convention n'a jamais été renégociée entre le Burkina Faso et la France? Merci, Monsieur Lassané. Merci également à nos deux qui ont pu réagir sur la question. En tout cas, il faut dire que techniquement, il y avait de quoi dénoncer cette convention. Parce qu'il a rappelé un peu, la convention a été signée le 11 août 1965. Bien entendu. Nous étions encore à 5 ans, nous venons d'avoir 5 ans en tant que bébé indépendant. Donc, ce n'était pas du tout évident que nous puissions avoir tous les compartiments de la convention. Et en plus, quand nous regardons rien qu'à la législation à l'interne, vous allez voir que chaque année, la loi de finances touche quand même des dispositions. Et quand vous lisez la Convention, vous partez à l'article 8, notamment le point 4, il est dit que lorsque la législation fiscale change dans chacun des deux États, les deux autorités compétentes, c'est-à-dire les deux pays se retrouvent et voient s'il y a lieu de rediscuter ou de faire des réajustements techniques. Oui, depuis 1965, c'est vrai qu'il y a eu un avenant qui s'est produit en 1974, mais vous voyez, durant tout ce temps, regardez le système, notre système fiscal, notre législation fiscale, comment ça a évolué. Quand vous regardez, nous avons intégré pas mal d'impôts, et c'est vrai que la Convention dit aussi que lorsque des impôts s'ajoutent ou sont
remplacée, la Convention prend tout cela en compte. Je parle des impôts sur les revenus. Donc quand vous regardez tous ces aspects, il faut dire qu'en 2020, le Burkina Faso a fait une évaluation pour voir, ne serait-ce que sur la forme et dans le fond, on voit que la Convention est totalement dépassée. La Convention est dépassée dans le fond. Pourquoi? Parce que la Convention n'est plus profitable pour le Burkina. Elle est totalement déséquilibrée en faveur de la France. Est-ce qu'elle a été, à un moment donné, cette Convention, profitable à l'État burkinabé? Oui, on peut dire que si on a signé, c'est qu'on a estimé qu'on a quand même quelque chose qui nous revenait. Parce qu'il faut dire aussi que moi, je ne perds pas de vue les étudiants ou encore certaines de nos compatriotes qui vont en France pour entreprendre, notamment dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'art, par exemple, ou nos étudiants qui étudient là-bas, où leurs revenus ne sont pas taxés lorsqu'ils sont des Burkinabés. Parce que, justement, il y a la convention fiscale entre le Burkina et la France. Mais il faut dire aussi que... Et donc, cette convention était profitable aux deux pays, mais peut-être plus avantagée. La France était plus avantageuse sur cette convention par rapport au Burkina. Est-ce que vous voulez dire? Absolument. Je dirais que la convention était déséquilibrée. Okay. Et il faut dire aussi, bon, nous n'étions pas là pour savoir quels sont les contours de la signature de la convention, mais il faut reconnaître quand même que la France, les ressortissants français interviennent beaucoup plus au Burkina que les ressortissants burkinabés en France en termes de fiscalement parlant. Je parle vraiment fiscalement parlant, quoi. Pour dire que nous n'intervenons pas d'habitude comme ça en France. Par contre, les Français qui viennent, notamment si je pense seulement que les assistants techniques, ils viennent au Burkina, ils viennent assister les filiales des entreprises françaises qui sont installées sur le territoire burkinabé. Quand ils viennent, au nom de la convention fiscale qui existe entre la France et le Burkina, ces assistants techniques-là ne sont pas imposés. Et pourtant, ils sont couverts par la Convention. Ils sont couverts par la Convention. Alors que vous imaginez, dans notre code général, l'article 210, je pense, dit que lorsque vous êtes un étranger, vous venez accomplir des services au Burkina, dans le principe, vous devez payer une retenue à la source de 20%. C'est-à-dire que la prestation que vous allez faire ici, je prends un exemple, quelqu'un qui vient pour appuyer techniquement, par exemple, Burkina Info, et si son montant, par exemple, fait 10 millions, sur les 10 millions, on doit retenir 20%. Donc, quand vous voyez les 20%, ça fait combien? C'est autour de 200 000, si je ne me trompe pas. Non? Oui, bien sûr, 200 000. Voilà. C'est-à-dire qu'en le payant, il faut que BF1, Burkina Info puisse retenir plutôt les 200 000 avant de lui payer le reliquat. Donc vous voyez ce que ça devait... Mais au nom de la Convention, bien sûr, entre la France et le Burkina, cela ne se faisait pas. Par contre, c'est rare de voir un Burkinabé qui quitte ici pour aller, par exemple, assister techniquement les Français. Mais vous avez parlé des Burkinabés qui vont pour les études, des Burkinabés aussi qui vont pour des activités culturelles, mais pas que, pour d'autres choses qui peut-être résident et qui sont aussi, comment on va appeler ça, qui sont couverts justement par cette Convention-là. C'est ça, je dis. Je suis d'accord avec cela, mais comme je l'ai dit, la Convention était déséquilibrée en faveur de la France. Okay. Ça, c'est des aspects dans le fond. Dans la forme aussi, il faut le rappeler, la Convention, le modèle de Convention que nous avons, bon, c'est vrai qu'on a signé, on est d'accord, mais ça ne répondait plus aux besoins, au modèle que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 3 grands modèles qui sont retenus. Il y a le modèle de l'ONU, il y a le modèle de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, il y a le modèle de la TAF, African Tax Administration Forum, Forum des administrations fiscales africaines, et il y a même le Burkina qui avait aussi eu son modèle qui est très proche du modèle de l'ONU. Donc, quand vous regardez toutes ces conventions, il n'y a pas la convention entre la France et le Burkina n'est conforme à aucun de ces modèles pratiquement. J'allais en venir à cette question, mais avant, je vais demander à Emma de donner. Vous avez parlé des entreprises françaises qui sont au Burkina, de droit françaises qui sont au Burkina. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces entreprises-là? Oui, bon. Ou comme il a relevé, ce sont des consultants qui viennent. Oui. Je crois que j'ai lu quelque part Adama Badolo qui parlait de correspondants des médias, correspondants étrangers qui sont sur le sol burkinabé. C'est ça. Même des filiales, des filiales d'entreprises françaises. Quand vous prenez, qui sont installés au Burkina. Oui, qui sont installés au Burkina.
Et j'allais même un peu préciser par rapport à ce que M. Zongonaba venait de dire. Vous savez que du fait de cette convention fiscale, les assistants qui viennent techniquement appuyer justement ces entreprises-là, leurs frais de rémunération rentrent dans les charges. Donc ce qui travaille à réduire le résultat net qu'on doit imposer. Donc du coup, du fait de la convention, ces entreprises qui sont installées au Burkina Faso vont payer vraiment le strict minimum du fait de cette convention. Parce que tout simplement, il y a, j'allais dire, de l'optimisation fiscale quelque part. Ça veut dire qu'ils ont travaillé à exploiter un peu les failles de la fiscalité, du système fiscal, voilà, pour pouvoir réduire donc, le montant à payer. Donc, comme l'a dit M. Zongonaba, l'équilibre était criard et réel. Et je crois que c'est ce qui a amené justement les autorités burkinabées à vouloir une révision en 2020. Et c'est ce qui aussi peut-être a amené le silence de la France pendant toute cette période jusqu'en 2021 où ils ont été relancés. Et jusqu'à ce que la convention soit dénoncée, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas de réponse. On va évoluer dans le débat, mais avant, Adama Badolo, est-ce que justement cette dénonciation de la convention, est-ce qu'on peut s'attendre à d'importantes retombées en termes de recettes fiscales? Bon. Pour le Burkina, cela s'entend. Ouais. Pour le Burkina, c'est vrai qu'il faut faire des estimations. Hein. Mais vous savez, en matière pour les conventions fiscales, en fait, il n'y a pas, comme Amos le disait, il y a plusieurs modèles. Et on doit pouvoir... Il y a deux notions essentielles. Allez-y. La première notion, c'est le pays de résidence. La deuxième notion, c'est le pays source du revenu. Donc, dans les conventions fiscales, le modèle, par exemple, des Nations Unies insiste sur le modèle source. Okay. Autrement dit, même un Français qui vient travailler au Burkina de façon ponctuelle, l'activité étant réalisée au Burkina, il peut bien être imposé au Burkina. Puisque la non-double imposition, là, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas imposé au Burkina. Ça veut tout simplement dire qu'il ne doit pas être imposé deux fois. Autrement dit, il peut être imposé au Burkina et son état d'origine en tient compte pour qu'il ne soit pas imposé doublement. Notre convention avec la France, son problème, c'est son ancienneté. Il date de 1965. En 1965, le directeur général des impôts du Burkina était un Français. L'administration burkinabé était embryonnaire. Donc, naturellement, on n'a pas pu négocier sur le même pied d'égalité. Il y a eu un avenant en 1971. Mais même en 1971, on était encore en train de construire notre administration. Alors, vous dites en termes de convention, comparaison. Oui. Amos a cité d'autres conventions. Il n'y a pas d'autres conventions qui ressemblent à... Non, je veux dire, parce que vous parlez de l'ancienneté de la convention qui date de 1965 quand même. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres conventions fiscales qu'on a avec d'autres pays qui datent peut-être de 60, de 70? Nous avons 3 conventions actuellement en vigueur au Burkina. Okay. Il y a 7 conventions que nous avons citées, mais nous avons la convention avec la Tunisie, qui date de 2012, qui a été négociée avec la Tunisie, qui date de 2012. Nous avons une convention, c'est un règlement au niveau de l'UEMOA, ça date de 2008, qui tient lieu de convention fiscale entre les 8 pays de l'UEMOA. Nous avons également actuellement 3 conventions qui ont été signées mais non ratifiées, avec le Maroc, la Turquie et les Émirats arabes unis. En fait, comme je le disais, le problème avec cette convention-là, avec la France, c'est vraiment, c'est désuet quoi, c'est caduc. Parce que même la France, avec beaucoup d'autres pays africains, ont renégocié les conventions. La convention, par exemple, avec le Sénégal, a été relue en 2012.
Donc, en réalité, ce que nous voulons, ce que je pense que ce que le gouvernement veut, c'est le relire pour l'adapter, en fait, aux évolutions économiques, aux évolutions technologiques, mais également, par exemple, aujourd'hui, l'établissement stable, cette notion est dépassée. Okay. Une entreprise peut être ici au Burkina, demain elle est au Niger, après demain elle peut ne même pas être... L'entreprise burkinabé aussi. Oui, mais l'entreprise burkinabé aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que, bon, c'est vrai qu'avec la France, qui est un pays dont l'économie est largement supérieure à nous, effectivement, dans une convention, si on n'impose pas, si on tient compte de l'état du pays de résidence, c'est la France qui va bénéficier, quoi. Okay. Il faut qu'on tende vers les nouvelles conventions qui mettent l'accent sur là où le revenu est créé, quoi. Alors, avant de passer au sujet sur l'aide au développement, Amos Zongnaba, est-ce que, pour se comprendre, il y a des entreprises françaises installées au Burkina, de droit burkinabé, cela s'entend, voilà, qui payent les impôts? Oui, ça c'est important de le préciser. Les entreprises françaises qui sont installées au Burkina, qui sont de droit burkinabé, ça veut dire qu'ils ont la résidence fiscale, comme DG Badola le disait. Ce qui est le plus important, c'est la résidence fiscale, ou le domicile fiscal. S'il réside au Burkina, si elle réside, excusez-moi, l'entreprise, si elle réside au Burkina avec un numéro IFU, identifiant financier unique, au Burkinabé, s'il a le RCCM, Registre de commerce et de crédit immobilier burkinabé, elle paie ses impôts ici. Donc il n'y a même pas de problème là-dessus. C'est pareil pour un Français qui vient résider ici. Alors, si les résidents régulièrement installés au Burkina... Alors, vous levez tout équivoque, voilà, toutes les entreprises françaises installées au Burkina payent leurs impôts ici. Payent les impôts ici. Alors, on va évoluer avec l'aide au développement et l'appui budgétaire, mais avant de répondre à cette explication, j'allais le dire, on va refaire encore la définition des thèmes. Emma Douagno, c'est quoi l'aide au développement? Il faut dire que l'aide au développement, communément appelée l'aide publique au développement, l'APD, voilà, s'entend de toute forme de ressources matérielles, financières, et puis l'assistance technique, donc des ressources humaines, mise à disposition par les pays dits développés et les organismes internationaux, voilà, pour le compte des pays donc sous-développés, appelés donc bénéficiaires. Et cette aide-là, comme on le dit, elle peut être faite sous forme de fonds et de dons, qu'on appelle aussi subventions, ou sous forme de prêts. Et c'est ce qu'on appelle l'aide au développement, mais qui poursuit deux objectifs. Le premier objectif, c'est de contribuer donc à la croissance économique, et puis également de contribuer à la réduction de l'extrême pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà. Maintenant, il y a un caractère, il faudrait que l'aide ait un caractère concessionnel. Le caractère concessionnel, ça veut dire que s'il y a un emprunt ou un prêt, il faut que ce prêt-là soit à des taux avantageux, qu'on appelle encore des taux concessionnels, donc vraiment très bas. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Est-ce que tous les pays développés répondent à l'aide publique au développement? Quand je dis tous les pays développés, vous avez parlé dans la définition, vous avez évoqué le thème pays développés. Est-ce que tous les pays développés répondent à l'aide publique au développement? Oui, dans la définition de l'APD de façon académique, c'est vraiment tous les pays développés et ils se retrouvent dans ce qu'on appelle le comité d'aide au développement, CAD, au niveau de l'OCDE. Par contre, les autres pays tels que le Brésil, des pays du tiers-monde qui viendraient accompagner le Chili, qui viendraient accompagner d'autres pays du tiers-monde, donc des pays sous-développés ou en voie de développement, ne sont pas ce qu'on appelle dans le jargon aide publique au développement. Et la Chine alors? Non, la Chine, oui, la Chine aussi est dans la même casserole, parce que la Chine n'est pas, elle se réclame toujours du tiers-monde jusqu'à preuve du contraire.
Donc, ce qui fait que ce n'est pas encore de l'APD dans le sens puriste du terme. Mais nous, les pays récipiendaires, nous considérons toute forme d'aide comme l'aide publique au développement. Toute forme d'aide. Voilà, toute forme d'aide comme l'aide publique au développement, parce que tout est capitalisé au niveau de la Direction générale de la coopération. Donc, du coup... La Russie également est dans ce sillon. Oui, si on a de l'aide de la part de la Russie est dans ce sillon. Dans ce sillon. Ok. On va venir au principe. Adama Badolo. Bien entendu, l'APD, l'aide publique au développement, répond à des exigences, notamment les principes qui gouvernent justement l'octroi de ces APD-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, je pense que M. Diagno a déjà dit l'essentiel pour ce qui est, en tout cas, de la définition des aides publiques au développement. Ce qu'il faut ajouter, c'est tout simplement dire que c'est quand même assez important dans un pays comme le nôtre, où les ressources budgétaires quand même sont assez, on ne va pas dire trop faibles, mais quand même, il y a des besoins énormes. Donc cet appui, donc ces APD arrivent donc au niveau des appuis budgétaires déjà, pour permettre de réduire un tant soit peu les déficits budgétaires, mais également au niveau surtout des budgets et programmes. Et je crois que la partie aussi des ONG, des associations n'est pas négligeable. Donc surtout dans des secteurs où le privé n'intervient pas souvent. Voilà. Par exemple, les secteurs du climat, alimentaire, etc. Ça nécessite, en tout cas très souvent, ces appuis, cette coopération en tout cas, bilatérale et multilatérale, qui en tout cas permet de tenir le coup. Alors je posais la question parce que je voulais faire le parallèle entre les APD et la situation politique de nos différents pays, notamment le Burkina, le Mali et aujourd'hui le Niger, parce que les principes sur l'état de droit, sur les principes de démocratie, sur le respect de la promotion justement des principes démocratiques et l'état de droit, ce qui fait que dès février 2022, si ma mémoire est bonne, les États-Unis ont suspendu le MCC. Voilà. C'est pourquoi je posais la question sur justement les principes qui entourent les APD. Alors, à ce propos, est-ce que le Burkina devait se préparer à cette éventualité sur la suspension de l'aide au développement française? Bon. Si on tient compte justement de ces principes-là. Je pense qu'on pouvait s'attendre, plus ou moins. Plus ou moins. Je ne vais pas me risquer sur ces questions-là, mais on sait que c'est généralement automatique. Non, c'est généralement automatique quand on a des coups d'État, des régimes d'exception, il y a des suspensions. Donc, et après, des négociations s'installent, il y a un processus qui est mis en place, et voilà, l'aide est liée. Voilà, il y a souvent parce que les États-Unis ont suspendu tout de go. Voilà, il y a des conditionnalités, voilà. C'est un peu automatique, en tout cas au niveau de ces pays-là. Amos? Oui. Sur la question? Non, sur la question, je pense qu'ils ont clairement dit. C'est l'aspect peut-être bilatéral et multilatéral, parce que l'aide peut être bilatérale si ça vient entre deux pays, ou bien multilatéral si c'est un regroupement de pays qui le fait. Mais la DG Badolo a précisé quelque chose d'important. Il faut dire que surtout l'aide publique au développement jouait beaucoup plus sur des secteurs, j'allais dire, dits sociaux, où c'est difficile de voir des gens investir dans ces domaines-là. Et quand on regarde les ONG, les associations qui interviennent sur le terrain, c'est vraiment important, en tout cas surtout au niveau déconcentré dans les villages et dans les milieux un peu reculés des grandes villes. Donc c'est généralement pour que ça puisse atteindre ces populations-là que l'aide publique au développement arrive. Et comme vous l'avez précisé, il y a des conditionnalités. C'est-à-dire que, bon, généralement, ils sont attachés aux principes démocratiques. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des régimes d'exception, généralement, on peut s'attendre justement à ce que ces aides soient coupées, voilà, soient suspendues. Voilà, et après, bien sûr, il y a des négociations qui sont engagées. Et il faut dire que pour ce qui nous concerne... c'est pourquoi je vais peut-être reprendre ma question. Est-ce que le Burkina devait s'y préparer pour ce qui est peut-être de la rupture avec la France?
Oui, mais DG Badolo l'a rappelé, puisque les conditionnalités sont plus ou moins connues. On sait quels sont les grands principes qui encadrent, j'allais dire, ces aides-là. Okay. Donc, lorsqu'il y a des régimes d'exception qui arrivent, ou en tout cas, lorsque on est dans des situations pareilles, plus ou moins il faut s'attendre à cela. Voilà, parce que c'est bien connu que c'est un peu comme ça. Mais souvent aussi, ça dépend aussi souvent de ce qu'on a pu négocier. J'allais dire de la diplomatie aussi qui peut faire un travail intéressant et garder les choses. Je pense que jusque-là, nous avions... Sauf que pour le cas d'espèce, la France n'a pas suspendu son aide au développement. Et même quand la force française Sabre a été demandée de quitter le territoire burkinabé, la France n'a pas suspendu son aide au développement. Et je pense que la suspension, la rupture de l'aide publique au développement de la France est due à la position du Burkina par rapport au Niger, sur le Niger. Et la France avait déjà suspendu pour l'aide au développement du Mali, pas pour le Burkina. Il a fallu attendre la situation politique au Niger. Vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes des techniciens. On va s'en tenir justement aux questions économiques. Peut-être faut apporter une précision. Allez-y. En réalité, pour le cas du Mali, c'est beaucoup plus une clôture. C'est-à-dire une clôture, on ne parle pas de suspension. Quand on parle de suspension, ça veut dire que si les choses avancent bien, les autorités françaises peuvent encore, décider de poursuivre l'aide. Aujourd'hui, je crois qu'entre les autorités françaises et notre administration, il n'y a pas vraiment d'éléments matériels. C'est-à-dire c'est une décision de suspendre, mais il n'y a pas de lettre en tant que telle qui communique donc sur cette suspension. Okay. C'est-à-dire que du jour au lendemain, l'aide peut encore reprendre au Burkina. C'est que peut-être aussi je tenais à dire par rapport aux questions de principes démocratiques qui conditionnent l'aide. Vous savez, quand on remonte un peu à l'historique de l'aide, je crois que c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que l'aide donc a connu vraiment son application. Venant donc des États-Unis pour donc reconstruire l'Europe qui avait subi les affres de la Seconde Guerre mondiale. Avec le plan Marshall. Voilà, avec le plan Marshall. Après, les autres pays ont dit également que ils vont aussi emboîter le pas de l'Amérique, des États-Unis, pour participer à la décolonisation de certains continents. Comme l'Afrique. Comme l'Afrique. Voilà, et c'est justement par rapport à cela que je crois que Truman avait dit en son temps qu'ils ont un devoir d'assister les pays sous-développés. Et donc ce devoir-là, c'est de les financer pour que ces pays-là puissent se développer. Et quand on revient aux objectifs, moi je dirais toujours que la démocratie, si on veut vraiment que ça prenne, les Occidentaux doivent éviter de vouloir l'imposer à tout prix ou de lier en tout cas cette manière de gouverner-là à leurs ressources. Parce que quand un peuple n'est pas convaincu d'un modèle et vous voulez est-ce que là, vous n'êtes pas en train de sortir du cadre du débat? Non, j'arrive. C'est okay. pour dire en fait que si aujourd'hui, c'est parce que les autorités burkinabées ont pris la décision d'apporter leur soutien aux autorités nigériennes qui a mené la suspension de l'aide, je crois que ça accentue le rejet et de la démocratie. Du modèle démocratique. Voilà. Revenons justement à l'aide au développement. On devait s'y préparer. Je pense que vous l'avez répété. Vous êtes au niveau du CRAFP, une association de la société civile dans le domaine de la finance publique, bien entendu. Alors, en termes d'impact ressenti par la population sur la rupture de cette aide au développement française. Oui, en termes d'impact, il faut dire que l'APD a été longtemps utilisé pour, j'allais dire, amortir le choc des populations.
Et justement, de ce fait-là, la suspension de l'APD, bien sûr, va créer un manque à gagner, donc un gap pour les populations, mais aussi pour le financement des politiques et des programmes de développement. Et justement, de ce fait-là, moi je dirais que la suspension n'a pas été peut-être longtemps mûrie, ça n'a pas été très pertinente, n'a pas été très pertinente parce que du coup, c'est comme si on tenait les populations responsables des décisions des autorités. Et donc, la suspension, ce n'est pas aux autorités que ça va faire mal. C'est beaucoup plus aux populations que cela va faire mal. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause de la posture des autorités burkinabées que la France a pris cette décision? Justement, mais faut-il tenir le peuple burkinabé responsable de la posture des autorités burkinabées? En même temps, l'autre question, est-ce que le Burkina, dans sa situation actuelle, peut se départir de l'aide publique au développement? Je crois qu'on peut se départir de toute aide. On peut se départir? On peut se départir de toute aide. Ce que je dirais seulement, c'est que un pays se construit dans la souffrance. Et un pays se développe dans des sacrifices. Et il faudra que, justement, le peuple burkinabé justement accepte souffrir, accepte ces sacrifices-là, si tel est le prix, bien sûr, de sa liberté, voilà, et de son développement. Alors, Badolo, je reprends la question. Dans la condition actuelle du Burkina, justement, avec le contexte sécuritaire, avec l'économie qui est exsangue, est-ce qu'on peut se payer le luxe, comme on le dit, de se départir de l'aide publique au développement? Je précise que le montant des interventions en cours de la France s'élève à, ce sont les chiffres officiels, à 325 milliards de francs CFA en 2023, soit près de 10% du budget. Bon, ce n'est pas une question facile. Parce que dans l'immédiat, ce qui est sûr, ça va faire un manque à gagner. Oui, vous avez parlé de 300 milliards. Donc les projets, programmes, les appuis budgétaires qu'on attendait, bien entendu, c'est un trou qu'on ne pourra pas combler du jour au lendemain. Mais comme il le dit, il faut qu'on se serre la ceinture. Il faut qu'on se serre la ceinture et qu'on compte sur nos propres forces. On l'a souvent répété, on le dit, que pour se développer, il faut vraiment qu'on compte sur nos propres forces, que nous payons les impôts, que nous mobilisons par nous-mêmes les ressources nécessaires pour financer notre développement. C'est à ce prix aussi que la question de la souveraineté, là, on peut bien la mener. Et là, vous parlez dans le long terme ou dans le court terme? Bon, comme je l'ai dit, dans l'immédiat, il y aura un manque à gagner. Moi, je ne pense pas que le budget de l'État puisse se restructurer immédiatement. Nous sommes en août 2023 pour les appuis budgétaires qui étaient attendus pour qu'on puisse les avoir. Il faut qu'on réoriente certaines activités qui étaient prévues. Mais seulement, dans le cadre de l'élaboration du budget, par exemple 2024 et des budgets à venir, voilà en tout cas une nouvelle donne dont il faut en tenir compte pour qu'on mette davantage l'accent sur notre capacité même à mobiliser davantage de ressources. Parce que je pense que là aussi, il y a des progrès à faire. Mais en attendant de trouver des moyens palliatifs, Amos, désolé, Amos Ongaba, en attendant, il y a des projets et programmes qui seront en souffrance, qui seront peut-être à l'arrêt automatiquement. Oui, c'est possible qu'il y ait des projets et des programmes qui soient à l'arrêt. Les projets et les programmes qui étaient financés justement grâce à l'aide publique au développement de la France peuvent être en tout cas à l'arrêt immédiatement s'il n'y a pas de solution de réchange venant de la part de l'État burkinabé. J'ai bien dit s'il n'y a pas. Voilà, parce que l'État peut décider de continuer certains projets, c'est-à-dire que le financement n'est plus assuré par l'aide publique au développement, mais plutôt par... On va revenir sur la capacité de l'État pour assurer ces projets et programmes. Voilà. Parce que je tiens à préciser justement cet appui justement de l'aide au développement de la France, mais je ne veux pas qu'on fasse de la fixation sur la France parce qu'il y a les États-Unis qui ont arrêté leur aide au développement. Est-ce que ça peut entraîner d'autres partenaires justement à arrêter le financement au Burkina?
C'est possible, mais tout dépend aussi de la capacité de notre pays à rebondir. Parce que Adam Badola parlait de souveraineté, de la posture des autorités justement à prendre en main la souveraineté nationale, ça demande beaucoup de sacrifices. Est-ce que, peut-être que je demande trop, ou je pose trop la question, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de le faire? Oui, on a la capacité de le faire, mais comme on le dit, ça va nécessiter des sacrifices de la part du peuple burkinabé, mais on a la capacité de le faire. Ah oui, au point qu'on ne sera plus, il faut faire des efforts sur, j'allais dire, c'est plus des efforts normalement qu'on faisait, il faut aller au-delà de ce qu'on faisait normalement, il faut faire des efforts supplémentaires pour bien sûr combler le gap. Vous l'avez rappelé, hein, et aujourd'hui, là où allait l'aide, là, c'était, comme l'a rappelé M. Douaniou, c'était vraiment au profit des populations. Et moi, je pense que dans l'humanitaire, par exemple, la France a injecté 12 milliards en cours dans l'humanitaire au niveau de l'aide alimentaire, la nutrition, et puis des ONG aussi, burkinabé également, qui bénéficient aussi de cette aide publique au développement. Et puis l'AFDL a consacré près de 505 milliards pour 48 projets. Comment justement, pour cette suspension, même si Edmond dit que ça peut reprendre du jour au lendemain, comment on arrive à continuer sur ces projets et programmes-là? Parce que ça soulageait, comme vous l'avez relevé, les populations burkinabées. Je l'ai rappelé aussi, il faut que l'État prenne les choses en main. C'est-à-dire, au lieu que ce soit l'aide publique au développement qui finance ce type de projets et programmes, c'est l'État lui-même qui prend en charge ces projets-là pour que justement les populations continuent à avoir les services qu'ils avaient. Et vous l'avez rappelé aussi, c'est vrai que ça peut toucher d'autres, surtout pour les projets qui sont cofinancés. Il faut dire que lorsque un partenaire se retire et que l'État ne trouve pas rapidement la solution, notamment endogène, alors cela peut entraîner la suspension ou l'arrêt de ce projet ou de ce programme au profit des populations. Donc il y a certainement urgence à ce qu'il y ait des réajustements au niveau du Burkina pour voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que je prends un exemple, si la France décide de financer la réhabilitation d'une route cofinancée par la Banque africaine de développement, je prends juste cet exemple, si la France se retire, le projet, si l'État ne reprend pas, le projet peut être mis à l'arrêt. Oui, ça peut être suspendu ou bien en tout cas peut avoir des difficultés dans l'exécution. Pourquoi? Parce qu'il y a un partenaire déjà qui est défaillant et que lui, il avait bien sûr une part contributive à l'exécution du projet. Et lorsque ce partenaire n'est pas là, il faut qu'il soit suppléé, notamment bien sûr par un nouveau partenaire ou bien par l'État. Donc pour s'assurer qu'en attendant qu'il y ait un nouveau partenaire, il faut que l'État prenne le relais. Et comme vous l'avez dit, comme c'est le budget, tout était déjà prévu. Voilà que le budget aille par exemple à telle ou la telle ligne budgétaire. Donc c'est pas souvent évident de trouver aussi même un partenaire. Même si on a aujourd'hui un partenaire qui vient, on ne peut pas avoir le déblocage de l'argent tout de suite. Il faut attendre un certain moment avant que l'argent ne puisse venir. Donc pour dire que ce qui est vraiment très souvent possible, c'est que l'État prenne le relais en attendant qu'un nouveau partenaire puisse se prononcer et que puisse... Adam, vous voulez réagir? Oui, non, c'est juste dire que, bon, en fait, l'État se réorganise en fonction des ressources disponibles. C'est ça. Vous avez des ressources que vous n'avez plus, et vos priorités, vos objectifs, vous les réorganisez. C'est ça. À la fois en termes de priorités, mais également en termes de ressources. Il faut réajuster les choses pour tenir compte, en tout cas, de cette nouvelle donne. Et puis, il y a d'autres parties. Dans la situation où aujourd'hui on est dans le presque tout militaire, où les autres secteurs sociaux, je disais, je dirais pas négligés, mais où tout est question du tout militaire pour faire la guerre. Comment l'État se réorganise pour prendre en compte justement... La sécurité est la priorité, mais tout n'est pas militaire. C'est ça. Parce qu'on continue de fonctionner, on fait des fonctionnaires, il y a des routes qui se font, il y a la santé, l'éducation. Non, il y a des choses qui se font. C'est vrai que la priorité est donnée à la sécurité, parce que c'est le contexte qui l'exige, mais effectivement, l'État fait pas mal de choses. Mais il faut dire aussi que, en fait, il faut compter également sur les autres partenaires. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit que d'autres bailleurs, d'autres partenaires ne vont pas combler un tant soit peu le manque, en tout cas, voilà,
Le manque à gagner. Sinon, faire mieux que ça. Sinon, même pour donner mieux que ça. Voilà. C'est possible. Et sinon, faire, oui, c'est possible. Tout dépend de notre capacité, comme il a dit. C'est des négociations. C'est des négociations. Ok. Alors, tout dépend de notre capacité à pouvoir négocier avec des partenaires. Et comme il a rappelé, c'est en fonction des ressources que nous avons et des dépenses, c'est exactement ce qu'il y a. Voilà. Lorsque tu avais un certain nombre de revenus, tu avais tu avais prévu des dépenses en fonction de ces revenus. Si ces revenus ne sont plus là, tu te réadaptes. Et tu trouves, bien sûr, tu vois qu'est-ce qui est beaucoup plus prioritaire pour vous, pour que vous puissiez l'exécuter. Donc c'est important et je pense que nous sommes dans cette logique certainement. Est-ce qu'il y a des secteurs principaux de l'économie, Herman Douagneau, qui pourraient être impactés par cette suspension de l'aide? Déjà, faut peut-être revenir même sur les chiffres officiels avancés. Vous savez... Sur l'aide publique au développement de la France, ok. Oui, parce que, bon, moi, je regarde l'aide peut-être avec un œil un peu critique. Vous savez, quand vous avez la forme d'aide qu'on nous sert, vous prenez depuis les indépendances, on a injecté plusieurs milliards de dollars, tout à fait. Mais on n'a pas la même réussite que quand c'était le plan Marshall des États-Unis à l'Europe. Ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est justement, peut-être dans un premier temps, le fait de lier même l'aide. C'est-à-dire que quand vous avez dans votre projet des personnes, des experts à prendre pour faire un travail donné, on vous dit non, ben vous recrutez les personnes du pays donateur. Ou sinon, voilà, si vous avez des véhicules à acheter, on vous dit vous achetez des véhicules du pays donateur. Et ça les permettait d'écouler. C'est comme si on donnait avec la main droite, on reprenait avec la gauche. Et la troisième préoccupation qu'on peut se poser, et ce qui est légitime, c'est pourquoi avec toutes nos richesses naturelles là, nous n'arrivons pas à nous développer. Pourquoi aujourd'hui nous sommes toujours à la DABA au lieu, alors qu'on a chanté la mécanisation depuis longtemps. Enfin, nous avons toutes ces richesses naturelles, comme vous le dites, mais est-ce que nous avons la technologie pour l'exploiter? Non, ça veut dire, en réalité, quand on vous donne de l'argent, en vous conditionnant l'utilisation de cet argent dans un domaine qui ne vous sert pas du tout. L'aide publique au développement conditionne les pays qui reçoivent cette aide-là. Oui, puisque ce sont les conditionnalités de l'aide. Les conditionnalités de l'aide, c'est comme ça. Qui font qu'on ne peut pas avoir la technologie pour exploiter nos ressources. Oui, puisqu'il faudrait que dans la forme d'aide qu'on va nous servir, quelqu'un l'a dit, nous avons besoin de l'aide qui va nous amener à nous passer de l'aide. L'aide, c'est quoi? L'aide, c'est-à-dire on peut ne pas donner l'argent, l'espèce, la liquidité. On peut permettre à nos enfants, à nos citoyens d'aller se former et de ramener la technologie. Les tracteurs que nous importons, on peut les importer, on peut les fabriquer sur place. On peut permettre à nos enfants ou à nos étudiants d'aller se former et de revenir. Et l'aide empêche ça? Oui, mais puisque l'aide n'est pas dans ce sens. Je pose la question, est-ce que l'aide... L'aide n'est pas dans ce sens. L'aide, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent. On vous dit, utilisez cet argent-là et pour même dire est-ce que cela ne procède pas aussi de la vision d'un gouvernement, justement, envoyer ses enfants dans un pays développé pour apprendre les technologies? Justement, et ça a été décrié. Vous prenez la déclaration de 2005 de Paris, quand les partenaires intervenaient, c'était des projets, j'allais dire, isolés, qui étaient rédigés. Et à la déclaration de Paris, ils ont dit non, désormais, tous les partenaires, les donateurs là, doivent s'aligner sur les stratégies et politiques des pays. Mais il y en a peu. Le deuxième point, c'est l'harmonisation. Nous avons des procédures nationales, mais les partenaires ont leurs propres procédures. Vous demandez à ceux qui travaillent avec l'argent de l'aide publique au développement, ce n'est pas de l'aide. Moi, j'ai l'impression que souvent on parle de l'aide comme si c'était gratuit. Ce n'est pas gratuit. Non, par exemple, quand vous prenez l'aide française, 50%, c'est fait sous forme de prêt. C'est ça. Et que nous devons rembourser. Et donc, moi, je crois que aussi, il ne faut pas nous infantiliser. Il ne faut pas infantiliser les pays, j'allais dire,
que vous prétendez vouloir aider. Et il ne faut pas aussi coloniser, il ne faut pas mettre un cachet de colonisation dans l'aide. Il faut décoloniser l'aide. Il faut faire en sorte que l'aide respecte ses promesses, que désormais l'aide soit utilisée et bien utilisée. Et justement, comme il y a des conditionnalités, utilisée par les dirigeants. Comme il y a des conditionnalités, souvent, moi je dis que en dehors des cercles des initiés, et qui doit s'assurer, il ne faut pas que ce soit un monologue, qui doit s'assurer justement de la bonne exécution des financements qui sont octroyés par les pays développés. Non seulement les donateurs, mais aussi les pays bénéficiaires, puisqu'il y a la responsabilité mutuelle pour ce qui concerne les résultats. C'est-à-dire les résultats de développement incombent aux deux. C'est comme je veux aider monsieur Amos, je lui donne de l'argent, je lui dis je l'aide, mais je ne le suis pas. Non, je dois le suivre. Donc là, en même temps, on rentre dans ce que vous dites infantiliser aussi. Non, oui, parce que si c'est votre responsabilité de bien gérer justement les fonds qui vous sont alloués pour le bonheur de vos populations. Alors, si vous détournez les biens publics, ça c'est votre responsabilité. C'est à la responsabilité justement des gouvernants de bien gérer les finances publiques. Absolument. En même temps, c'est de la responsabilité du donateur parce qu'il doit couper. Alors, on va aller très rapidement pour parler justement de cette capacité de l'État burkinabé à s'organiser pour mobiliser des ressources et pour prendre en compte ces projets et programmes qui soulageaient justement, comme on l'a dit, les populations burkinabées, surtout dans les zones difficiles, l'aide humanitaire, les projets d'électrification. Il n'y a pas que ça aussi. Adam Badolo, vous voulez réagir? Oui, mais justement il a dit beaucoup de choses, hein, M. Diaby. Tout à fait. Mais vraiment très rapidement, pour dire que c'est aussi une question de leadership national. Voilà, puisque nous avons nos politiques publiques. En principe, dans chaque ministère, les partenaires, quand ils viennent, c'est au ministère de présenter les projets et programmes. Bon. Effectivement, il peut arriver que, peut-être que certains ne sont pas capables d'imposer les priorités sectorielles, quoi. Voilà, et acceptent ce qu'on leur donne. Donc, il faut aussi que nos cadres, nos responsables aient ce leadership, effectivement, pour discuter avec les partenaires, pour dire, voilà, telle ou telle chose. Sinon, le principe, c'est ça. C'est pourquoi il y a les cadres sectoriels, des dialogues avec les bailleurs de fonds. Voilà. Donc je voudrais juste dire ça. Et pour revenir sur la question de la mobilisation, je vais dire, c'est la même chose. Il n'y a pas... Non, parce que je rappelle le contexte, voilà. Le contexte sécuritaire. Et aussi, il y a un de vos collègues qui l'a dit, une économie à dominante informelle. Et puis, voilà, comment est-ce qu'on fait? C'est juste pour dire dans le court terme. Dans le court terme, il faut renforcer la mobilisation des ressources. Voilà. Est-ce qu'il y aura de nouvelles taxes? Non. Amos Zongdaba? Pas forcément, mais déjà, je pense que pas forcément qu'il y aura de nouvelles taxes, mais il a dit, nous devons compter sur nos propres forces. En faisant quoi? Il faut trouver des niches qui vont nous procurer de l'argent. Ces niches, ce n'est pas forcément aller créer de nouvelles taxes. Mais déjà, c'est de bien gérer ce que nous avons. C'est de trouver des poches où il faut que l'argent que nous avons puisse être dépensé de façon efficace et de façon efficiente, pour que ça puisse aller dans nos priorités vraiment du moment. Donc cela fait que vous allez voir que ce n'est pas évident que nous puissions faire assez de dépenses qui vont plus dans le sens des priorités, mais on va se concentrer sur les priorités. Donc les dépenses vont aller prioritairement vers ce que nous avons en urgence à gérer. Deuxième aspect, il faut voir les ressources. Où est-ce qu'on trouve des ressources? Il y a des poches et des niches de ressources que nous avons exploitées. C'est vrai que les gens n'aiment pas qu'on en parle, mais aujourd'hui, il faut qu'on accepte aussi, se dire que lorsque nous voulons assumer notre liberté, il faut aussi que nous acceptions contribuer. Et la contribution, là, peut se faire de plusieurs manières. Déjà, comme je l'ai dit, si chacun de nous faisait correctement son travail, ça allait aider l'État déjà
à faire, parce que nous allons contribuer à créer de la richesse, mais également nous allons aider à ce que l'État ne puisse pas dépenser pour rien. Ça, c'est déjà le premier aspect. Que chacun de nous fasse correctement son travail. Vous parlez des agents des impôts? Pas seulement agents des impôts. Ceux qui paient les impôts? Pas seulement les agents, ceux qui paient les impôts. Vous parlez tout des le monde. contribuables? Je vais dire de tout le monde. Okay. Je vais dire tous ceux qui sont à leur poste, tous ceux qui sont à leur poste de travail, juste doivent faire leur travail. Si tu fais correctement ton travail, tu aides l'État à pouvoir ne pas être en difficulté. Ça, c'est déjà un premier aspect. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions changer d'état d'esprit. Les choses ont vraiment changé et que nous devons aussi changer. Donc, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ce n'est pas obligé que nous créions des taxes, comme je le disais, mais les taxes que nous avons, si nous arrivons à bien les administrer, à bien recouvrer ces taxes, donc il faut que les administrations, comme cela déjà amorcé, se digitalisent davantage pour que nous puissions mettre le doigt sur ce qu'on n'arrivait pas à mettre, notamment les fraudeurs et les évadés fiscaux, pour que nous puissions recouvrer davantage, mais également que nous travaillons à pouvoir voir notamment aujourd'hui au niveau foncier, comme je l'ai dit. Dans l'éventualité qu'il y ait de nouvelles taxes, est-ce que ça ne sera pas de trop pour les populations? Comme on le dit, chez vous, je crois, trop d'impôts tue l'impôt. Exactement. Est-ce que les populations, justement, dans le contexte, c'est important de le préciser, pourront supporter aujourd'hui encore de nouvelles impositions? Oui, mais en même temps, il faut aussi dire que, en même temps qu'on dit trop d'impôts tue l'impôt, quand on renvoie la balle ou on regarde ailleurs, l'APD dont on parle, qui a été suspendu, qui va nous créer des problèmes, c'est l'argent des contribuables de ces pays. Absolument. Qui sont à un taux de pression fiscale de plus de 50% souvent. Donc ça veut dire que si en terre à terre, c'est-à-dire que si vous prenez les revenus d'un contribuable, il donne 50% à l'État. En termes terre à terre. Et aujourd'hui, nous on a un taux de pression fiscale qui tourne autour de 16%. Yes, donc ça veut dire qu'il y a encore de la marge. La norme communautaire, c'est 20%. Et moi-même, je trouve que 20%, c'est vraiment du donné. On a encore 80% du revenu pour vivre. Il y a encore de la marge si nous sommes... Voilà. Enfin, je parle pour les populations, au nom des populations. Oui. Il y a de la marge si nous sommes dans un pays stable. Oui, si nous sommes dans un pays où l'économie tourne, j'allais dire peut-être à plein régime. Oui, mais en même temps, ce qui fait tourner l'économie, c'est aussi l'administration publique, comme l'a dit M. Jamounaba. Quand vous avez une administration publique qui travaille, une administration publique qui consomme, l'économie va tourner. Vous avez le secteur privé qui va prendre. C'est-à-dire, au lieu d'aller faire 2 heures aux impôts pour payer les impôts, je pars à main, je suis le champ, j'ai mon papier, je répare. L'économie tourne, les gains de temps, tout ça, ça compte. Et il y a aussi la réorganisation. D'avoir des problèmes aussi de connexion. Malheureusement, nous sommes... tout ça, cette émission, vous voulez dire quelque chose rapidement? Voilà. Non, juste dire que, en fait, sur cette question, dans ce pays, les gens ne payent pas les impôts. C'est ça la vérité. Quoi. Ah bon? En fait, il y a trop de personnes qui ne payent pas leurs impôts. Donc on a parlé de civisme fiscal, etc. Mais c'est tout simplement parce que notre administration n'est pas capable en l'état de connaître les revenus de tout le monde. Vous avez parlé du secteur informel. Tout à fait. Il y a plein de gens qui, du fait même de la nature de leurs activités, peuvent échapper facilement au fisc. Donc ce qu'il faut faire avant tout, c'est de doter cette administration de moyens suffisants pour pouvoir identifier et connaître les activités, y compris les activités informelles. C'est ça seulement. Et aussi d'appeler au civisme fiscal. Oui, bon. Mais vous savez, le civisme fiscal, c'est bien, c'est là. Mais la vérité est que il faut tout simplement que les gens aient. C'est-à-dire se disent que si je ne paye pas, l'administration saura et je serai sanctionné. En même temps, les populations aussi vont vous opposer le fait qu'on veut que l'argent contribue aussi soit bien géré efficacement. Il y a aussi... c'est bien géré, quoi. C'est bien géré. Oui, oui. Vous le confirmez? Non, je le précise. Malheureusement, nous sommes à la fin. Non, je le précise. Vous êtes pour la promotion de la fiscalité. Oui, du civisme fiscal, absolument. Et pour moi, je le dis... voilà pourquoi quand vous aviez demandé comment on aide là, oui, voilà, rapidement, il faut que nous puissions aller à la bonne gouvernance. Aujourd'hui, tous 5 francs qui partent, on doit savoir là où ça part et pourquoi c'est parti là-bas.
Et on doit être transparent sur la dépense. Pour qu'on puisse savoir, moi j'ai payé mes 5 francs là, c'est aller ici. Et ça va contribuer à mon bien-être, à ma sécurité, au développement du pays. Donc la bonne gouvernance et la mobilisation. Merci à Mozong Naba, merci également à Dama Badolo, à Herman Donio. Merci, nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. Bonsoir.